vous voyez en consultation une jeune fille de 6 ans qui a des rougeurs du visage, qui a eu un petit syndrome grippal. Je vous ai mis une superbe photo. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Plus qu'un dossier, courage. Vas-y. Plouf plouf, rougeole, rubéole, je sais pas. Suivante. Ah, super. Moi j'ai mis rubéole, mais sur la question 2 en fait. Enfin... Donc, elle dit rubéole parce que question 2. Donc, bon, j'espère que plus tard vous ne raisonnerez pas comme ça quand même. Alors, c'est vrai qu'on vous dit toujours de lire l'énoncé en premier. C'est vrai que c'est bien, d'une part, pour voir un peu si le dossier est compliqué, lequel on va faire en premier, etc. Mais bon, le jour où vous serez en consultation, vous aurez la gamine devant vous. C'est pas en regardant la mère à côté, en la voyant enceinte, que vous allez dire « rubéole ». Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, tu oublies que la femme derrière, elle est enceinte, que la maman, elle est enceinte. Tu as une question qui s'appelle « maladie éruptive de l'enfant ». D'accord ? Donc, la rougeole, c'est un rash morbidiforme le plus souvent. Hein. Donc, c'est des lésions élémentaires non confluentes, maculeuses ou maculopapuleuses. C'est un rash qui peut ressembler à une toxidermie maculopapuleuse. C'est un rash dit morbidiforme. Est-ce que là, je te décris des éléments? Est-ce que tu vois des lésions? Bon, tu as que le visage de la gamine. Est-ce que tu vois des lésions morbidiformes? Moi, je vois simplement qu'elle a les joues rouges. C'est symétrique. C'est plutôt pas trop mal limité. La rougeole, généralement, beaucoup de signes généraux. 39, catarrhe oculonasale, enfant très grognon, bref, pas bien, quoi. Ensuite, rubéole. Votre collègue a dit rubéole. La rubéole, c'est un peu pareil. Il y a souvent moins de signes généraux. Ils ne vont pas avoir 39, 39,5, ils vont avoir moins le catarrhe oculonasal. Ils peuvent avoir 38, 38,5, mais c'est quand même un rash, hein, qui est morbiliforme également, ou roséoliforme. D'accord ? Pas tellement ce qu'on vous décrit dans l'énoncé. Là, vous avez une dermatose faciale du visage, un érythème, d'allure un peu vasomoteur, symétrique, avec des lésions linéaires des cuisses, qui devaient vous évoquer une autre dermatose infantile. C'est le parvo B19, non, c'est pas ça? Parvovirus B19, très bien. Mégalérythème épidémique, c'est la plus... Bravo, hein. Donc, primo-infection à parvovirus B19 ou mégalérythème épidémique, c'est pourtant une sémiologie classique, typique, enfant d'âge scolaire, état général conservé, alors il peut avoir 37,5, maximum 38,5. Les signes cutanés qui apparaissent dans les suites de la symptomatologie générale. Classiquement, si vous révisez votre sémiologie du mégalérythème épidémique, c'est l'aspect souffleté en paire de gifles, comme si tu pris un aller-retour. Au niveau proximal, des lésions réticulées linéaires, parfois en guirlande. Il n'y a pas de diagnostic à évoquer, et il n'y a aucun examen à demander pour confirmation de diagnostic devant ces signes cutanés typiques. Retenez que la primo-infection à parvovirus B19 chez l'enfant, elle est typique, avec beaucoup de signes cutanés. Plus on l'attrape tard, adolescent, jeune adulte, ça peut être le cas, moins il y a de signes cutanés et plus il y a de signes articulaires. Ça peut être un tableau de polyarthrite aiguë, non spécifique, qui peut être révélateur d'une primo-infection à parvovirus B19, où là, la sérologie peut être intéressante. Mais quand on a des signes cutanés typiques chez un enfant d'âge scolaire, pas besoin de sérologie. Donc comme il a bien répondu, et qu'on l'a bien applaudi, il va répondre à la question 2. Donc, on vous dit que sa mère est enceinte de 6 mois, qu'elle est traitée par avlocardil. Qu'est-ce qu'il faut faire la concernant? Faudrait lui faire une sérologie déjà. Et puis, faudra éviter qu'elle se contamine avec sa petite fille, mais j'ai pas su vraiment trop comment faire après. Voilà, faudrait qu'elle évite de se contaminer si la sérologie est négative, parce qu'il peut y avoir des complications fétales. Donc il faudra qu'elle ait un suivi de sa grossesse plus rapproché. Et si la sérologie est négative, il faudra chercher une séroconversion, donc faire refaire des sérologies. Je sais plus si c'est un mois ou pas. Voilà. Et faire une échographie pour chercher des signes d'anasarque fétale ou de souffrance. Très bien. Donc il a bien compris qu'il n'y avait pas que la rubéole qui était embêtant chez la femme enceinte, il y a d'autres virus, notamment le parvovirus B19. Vous savez que c'est un virus qui peut avoir un tropisme pour un antigène du globule rouge, raison pour laquelle c'est parfois impliqué dans des érythroblastopénies. On peut le trouver au niveau de la moelle, au niveau des érythroblastes, chez les sujets immunodéprimés. Et donc chez l'enfant, il peut entraîner des anémies fétales avec anasarque. C'est-à-dire qu'anasarque, c'est-à-dire que le gamin il se met en œdème, insuffisance cardiaque, parce qu'il n'a pas assez de globules rouges. Donc avant de se balancer sur la sérologie chez la femme enceinte, on a le droit de l'interroger et de l'examiner. Interroger, chercher si elle a eu de la fièvre, des signes cutanés ou des prodromes évocateurs d'une primo-infection virale ou un syndrome pseudo-grippal.
Il faut l'examiner cliniquement, chercher des lésions cutanées, des arthrites cliniquement, bref, des signes qui pourraient évoquer une primo-infection récente à parvovirus B19. Et bien évidemment, prévu une sérologie parvovirus B19 avec recherche d'IgG et d'IgM en urgence. Si vous ne précisez pas en urgence, ça va être fait dans la semaine qui suit, hein, le jour de la semaine. Vous savez, les labos, ils ont le lundi HIV, le mardi CMV, enfin bon, vous voyez, ils font un jour de la semaine, ils font chaque sérologie, quoi. Donc ils groupent, d'accord? Donc là, il faut qu'ils fassent en urgence parce que, et bien évidemment, votre attitude vis-à-vis de l'enfant va dépendre du résultat de cette sérologie. En attendant les résultats, il faut conseiller une éviction des contacts rapprochés avec la fille. Voilà, ça suffit de mettre éviction des contacts rapprochés avec la fille. Après, en pratique, soit elle est fait garder par les grands-parents, soit elle fait un peu attention à la maison, mais en pratique, dans l'attente des résultats de la sérologie, éviction des contacts rapprochés. Et ensuite, bien évidemment, dans la question, on vous attend sur la conduite à tenir. Il faut élargir un peu votre réponse. C'est un petit peu ce qu'il a dit, mais on va être un petit peu plus précis, en fonction de la positivité de tel ou tel anticorps. D'accord? Premier cas de figure. Elle a des IgG, elle n'a pas d'IgM, c'est le cas le plus rassurant. Vous avez le résultat le lendemain. Vous pouvez dire, madame, vous avez déjà rencontré le parvovirus B19, vous êtes immunisée. Vous pouvez refaire des petits bisous à votre fille. Bref, aucun risque pour vous, ni pour le bébé, ni pour votre santé. Bref, elle est immunisée. Deuxième cas de figure, elle a ni IgM ni IgG. Donc, cette dame n'a jamais rencontré le parvovirus B19. Donc, c'est éviction des contacts rapprochés avec la fille. Alors j'ai mis dans la correction 15 jours, en fait après la lecture, on ne sait pas en fait combien de temps, mais 15 jours me paraissait un petit peu long, donc je pense qu'on peut mettre une petite semaine, sachant que généralement quand les signes cutanés sont présents, la phase d'invasion est datée de quelques jours auparavant. D'accord ? Mais on ne peut jamais être certain, on ne va pas chercher non plus le parvovirus dans les gouttes dans le nez ou dans la salive de l'enfant, donc corrigeons plutôt 7 jours plutôt qu'une semaine. Plutôt que 15 jours, pardon. Donc, éviction des contacts rapprochés, de temps que la fille ne soit plus contagieuse, et sérologie mensuelle pour chercher, dépister une séroconversion, qui, normalement, si elle est infectée, surviendrait dans les, on va dire, 1 ou 2 mois qui viennent. Donc là, elle est à 6 mois. J'avais mis sérologie parvovirus B19 mensuelle jusqu'à la fin de la grossesse. Bien évidemment, plus on s'éloigne du contact potentiellement contaminant, moins le risque de séroconversion est important. Troisième cas de figure, présence d'IgM. Ça veut dire que la patiente est en train de faire une séroconversion, elle est en contact récemment, donc c'est l'indication d'une échographie obstétricale hebdomadaire jusqu'à la fin de la grossesse pour dépister des signes d'anasarque fœtoplacentaire qui serait une indication d'une exsanguinotransfusion in utero. Si maintenant elle a IgM et IgG, deux possibilités, soit les IgM sont à taux faible et que le plus probable c'est des IgM résiduels d'une infection antérieure, à ce moment-là une sérologie de contrôle 1 mois après ou 3 semaines après, 3-4 semaines après montrerait une stabilité des IgM à faible taux, donc on revient dans la situation où elle est immunisée. Et si vous avez une ascension des IgM, on revient dans la situation où il faut une surveillance échographique rapprochée. Est-ce que c'est clair? D'accord. Vous avez donc toutes les dermatoses, des maladies, enfin toutes les maladies éruptives infantiles à connaître. Donc bien évidemment la varicelle, bien évidemment la rougeole, la rubéole, même si on en voit moins maintenant avec les vaccins. Mais vraiment le parvovirus, c'est vraiment pas négligé. Et c'est également potentiellement une infection virale grave chez la femme enceinte. On vous dit qu'elle fait une séroconversion, qu'elle fait un syndrome de Raynaud. Elle a des zones nécrotiques, etc. Je vous demande de détailler l'examen clinique et les examens complémentaires à demander. On est où? On fait un examen clinique, donc on recherche d'autres atteintes cutanées. On fait un examen de... Ah non, la grossesse est finie. On recherche des signes d'arthrite, de localisation viscérale. D'accord, les examens complémentaires, t'as demandé quoi? Le bilan d'un syndrome de Raynaud avec suspicion de Raynaud secondaire, puisqu'il y a des zones nécrotiques. J'avais fait un bilan auto-immun un peu large. J'ai demandé une recherche de cryoglobuline, des FAN, des anticorps anti-DNA,
des encas et une électrophorèse des protéines et une protéinurie des 24 heures. La protéinurie. Donc cliniquement, il fallait chercher tous des signes dermatologiques pouvant être associés à des connectivites type lupus ou sclérodermie localisée ou diffuse. Donc sclérose cutanée, distale c'est la sclérodactylie ou proximale. Des troubles trophiques distaux, des anomalies périingéales à type de mégacapillaire ou d'hémorragie en flamèche, qui sont des signes de microangiopathie périingéale. Devant un syndrome de Raynaud, il faut palper tous les pouls, notamment du membre supérieur, voir si on ne résonne pas pareil. Toute anomalie ou asymétrie d'un pouls doit vous faire pratiquer un Doppler artériel du membre supérieur. Il fallait bien évidemment examiner toutes les articulations, chercher des arthrites, des synovites, auscultation cardiaque et pulmonaire, chercher des signes d'hypertension artérielle pulmonaire, notamment foyer tricuspide, une insuffisance tricuspide. Au niveau biologique, il y avait un bilan biologique standard avec au moins une numération, formule sanguine et plaquettaire, une fonction rénale, créatinine de référence, et une protéinurie des 24 heures, et un ECBU à la recherche d'une hématurie. N'oubliez pas les urines, vous y pensez, devant une suspicion de connectivite. Le bilan immunologique, il fallait le détailler, c'était des anticorps antinucléaires, des anti-DNA natifs, des anti-ECT avec des anti-SSA-SSB, pour chercher des Sjögren associés, pour chercher un certain nombre de Sjögren associés à une éventuelle connectivite. Anti-SCL70, c'est-à-dire anti-topoïsomérase ou anticentromère. Facteur rhumatoïde, cryoglobuline. N'oubliez pas toute symptomatologie au froid, de vous faire chercher un anticorps précipitant au froid, donc une cryoglobuline. La capillaroscopie, on l'a fait devant un syndrome de Raynaud où on ne voit pas de microangiopathie cliniquement. Si vous voyez les mégacapillaires, les hémorragies en flamèche périingéale, vous savez qu'il y a une microangiopathie, ce n'est pas obligatoire de faire une capillaroscopie. Si vous ne les voyez pas à l'œil nu, on peut améliorer la sensibilité par une capillaroscopie qui permet de détecter des signes précoces de microangiopathie. Radiographie thoracique et radiographie des mains, cliché de référence, radio des mains pour chercher les calcinoses sous-cutanées dans une forme particulière de sclérodermie acrale qu'on appelle le CREST. Le Doppler artériel, je vous ai dit, c'est uniquement en cas d'anomalie clinique à la palpation des pouls ou d'asymétrie. Quelle est votre attitude thérapeutique dans l'attente des résultats? Ouais. Ça, ce que vous venez de dire, c'est bien minimal devant ouais. suspicion. Devant, alors, ouais. Début tu fais, ouais. Ouais. La question, c'est est-ce que c'est le bilan minimal devant tout Raynaud? En pratique, nous, c'est ce qu'on fait devant tout syndrome de Raynaud, au moins une fois. Après, si tu as suffisamment d'arguments pour penser à un syndrome de Raynaud primaire que tout c'est négatif, tu n'auras pas besoin de le renouveler, à la moindre anomalie, tu peux renouveler. Vous pouvez avoir des sclérodermies systémiques ou des sclérodermies type CREST qui débutent uniquement par un syndrome de Raynaud sans sclérodactylie. Quelle est votre attitude thérapeutique dans l'attente des résultats? Je sais pas trop, mais du coup, moi, je conseille d'éviter le froid et tout ce qui déclenche des poussées. Et je sais pas. Donc, elle a dit tout ce qui déclenche des poussées. En pratique, c'est un syndrome de Raynaud, vasoconstriction périphérique. Donc, il y a évidemment le froid, bien évidemment, qui déclenche les poussées. Protection contre le froid, donc c'est les ports de gants chauds, parfois plusieurs paires. Et si vous voulez, c'est à la moindre variation de température, c'est des fois rien que 10 degrés, les patients peuvent avoir le syndrome de Raynaud. Ce n'est pas forcément quand il fait froid comme aujourd'hui ou les températures négatives. Des fois, c'est rien que 10 degrés, ça peut déclencher un Raynaud. Quoi d'autre peut déclencher un Raynaud? Qu'est-ce qui est vasoconstricteur? Le tabac. Donc, pas de tabac, ça aggrave clairement les Raynaud. Il y a des médicaments qui aggravent les Raynaud. Les bêta-bloquants, elle était sous avlocardil pour des migraines, donc il fallait arrêter les bêta-bloquants. Et pensez toujours, chez les sujets migraineux, aux ergots de seigle, on prescrit quasiment plus, mais quand même toujours rechercher, il y a des vieilles ordonnances qui peuvent traîner. Dérivés de l'ergot-seigle et bêta-bloquants, c'est les deux principaux médicaments qui peuvent aggraver des syndromes de Raynaud. Protection contre les microtraumatismes locaux, évidemment toute fissure, toute petite plaie aura du mal à cicatriser, donc c'est le port de gants pour toute tache
ou tout travail tout travail manuel à risque d'excoriation cutanée. Et on pouvait proposer en première intention un traitement vasodilatateur par anticalcique, c'est le traitement de première intention. On utilise en priorité des anticalciques de la famille des dihydropyridines, des anticalciques donc vasodilatateurs type dihydropyridine, type loxène ou amlor, qu'on privilégie en première intention plutôt que des bradycardisants qui sont classiquement moins efficaces, un type le tildiem. Ça dépend des services, hein. Il y en a qui mettent directement le tildiem. Nous, on trouve que les dihydropyridines sont plus efficaces, surtout plus rapidement efficaces. Même si la tolérance n'est pas toujours optimale, ça peut donner des œdèmes, des chutes de tension, hypotension orthostatique, des vertiges, etc. Question 5. L'aspirine, en fait, on ne la met pas en première intention, on la met surtout quand il y a une microangiopathie associée. Autant le syndrome de Raynaud, tu peux juste le traiter par anticalcique, d'accord, qu'il soit primaire ou secondaire. En première intention, mais on ne met pas d'aspirine, d'accord. On le met surtout quand il y a une connectivité clairement prouvée. Là, je n'avais pas suffisamment d'arguments pour le proposer. En première intention, tu fais par étapes, d'accord. On vous dit que c'est un lupus érythémateux systémique, qu'elle est sous immunosuppresseur, qu'elle est mise aux urgences pour un purpura. 2 urgences éliminées, quels en sont les mécanismes? Alors, les 2 urgences sont la méningococcémie et puis la thrombopénie. Non, mais c'est bien, en fait. Et en fait, il a plutôt bien répondu. Si vous voulez, le but, c'est là de vous mettre dans la situation où vous êtes urgentiste, d'accord? Donc, je sais pas, vous êtes aux urgences, vous prenez votre plateau repas, là, il n'y a pas grand monde. Et puis, l'infirmière d'accueil et d'orientation, elle vous dit, vous voyez le petit fichier informatique qui se remplit, vous voyez une patiente jeune, lupus, on voit son traitement, alors elle est sous Celcept, Cortencil, bref, plein d'immunosuppresseurs. Motif, purpura, d'accord? Bah, l'urgentiste qui est en train de manger, lui, le seul truc auquel il pense, c'est pas laisser rentrer à la maison une patiente qui potentiellement peut mourir dans la soirée, d'accord? Donc une patiente qui peut mourir, purpura itique saignement, donc thrombopénie, purpura thrombopénique, premièrement, premier réflexe. Purpura égale plaquette, quoi, hein, pour vous c'est ça, d'accord? Et deuxièmement, purpura, il pense purpura fulminance, il pense infection, surtout j'ai un sujet immunodéprimé, d'accord? Donc les 2 urgences à éliminer, c'est un syndrome septicémique, ce n'est pas forcément une méningococcémie, parce que vous savez qu'un tout choc septique ou une pneumopathie à pneumocoque, ou bref, tout sepsis grave peut donner un purpura fulminance. Il n'y a pas que le méningocoque qui donne un purpura fulminance. Le mécanisme, en fait, c'est des thrombies intravasculaires, c'est un phénomène en fait de CIVD, et un syndrome hémorragique, purpura thrombopénique, probablement dans le cadre d'un purpura thrombopénique immunologique, avec des anticorps antiplaquettes. Dans les lupus systémiques, vous savez que dans les critères de l'ARA, il y a l'atteinte hématologique, notamment le PTI. Donc là, il fallait vraiment raisonner en termes d'urgentiste, pas passer à côté de 2 pathologies potentiellement létales à traiter en urgence chez la patiente. On vous dit qu'elles sont éliminées. La seule anomalie biologique est un allongement du TCA. Que faut-il évoquer? Comment le confirmer? On évoque un SAPL avec un anticoagulant circulant de type lupique. Alors il faut mixer le plasma avec le plasma du malade avec le plasma du témoin et ce ne sera pas corrigé pour mettre en évidence l'anticoagulant de type lupique et pour rechercher les anticardiolipines et les anti-bêta-2-GP1. Donc en effet, il fallait évoquer un syndrome des antiphospholipides secondaires, puisqu'elle avait un lupus. Hein, donc vous savez qu'il y a le SAPL primaire, mais lorsqu'il est associé à une connectivité sous-jacente, on parle de SAPL secondaire. Et pour le confirmer, il fallait chercher des arguments pour remplir les critères de Sapporo. Vous savez que les critères de Sapporo, c'est les critères diagnostiques de SAPL. Donc qu'est-ce que c'est que les critères de Sapporo? Peu de silence s'il vous plaît, sauf si vous connaissez par cœur les critères de Sapporo. Donc premièrement, il y a des critères cliniques et un critère biologique. Pour parler de SAPL, il faut au moins un critère clinique et un critère biologique. Le critère clinique, c'est au moins une thrombose vasculaire artérielle ou veineuse prouvée par un examen d'imagerie ou par une biopsie. D'accord? Imagerie ou biopsie. Le deuxième critère clinique, c'est en fait le critère obstétrical. Fausse couche répétée, précoce. C'est très compliqué, ça dépend du terme, etc. Retenez fausse couche répétée précoce.
Donc, il faut au moins l'un des deux et au moins un critère biologique qui est la positivité à 6 semaines d'intervalle d'un anticoagulant circulant type Lupic, avec la technique qu'il a détaillée, non corrigée par le plasma témoin, d'anticardiolipine, d'anti-bêta-2-GP1 ou d'antiphospholipides. C'est des techniques différentes qui permettent de chercher des antiphospholipides pour remplir les critères de SAPL. Il faut au moins 2 positivités à taux significatif, IgG et ou IgM, à 6 semaines d'intervalle. Donc là, il fallait doser tout ça, bien évidemment. Il fallait biopsier les lésions purpuriques pour chercher une thrombose qui vous apportait la preuve histologique qui vous remplissait le premier critère clinique de Sapporo. Voilà, donc il faut bien connaître ces critères obstétricaux. Alors, si vous avez l'antécédent des fausses couches, etc., vous n'avez pas forcément besoin de la biopsie si vous avez les anticorps, le dosage d'anticorps répété à 6 semaines d'intervalle. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets de la conf? Toxidermie, psoriasis, basocellulaire, infection, maladie éruptive de l'enfant, la grossesse, etc. Le syndrome de Rey, tu veux dire, c'est l'aggravation d'une dermatose virale par des anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est ça. Donc le syndrome de Rey, c'est vaste, ça désigne, que je n'ai pas parlé très fort, l'aggravation ou un tableau viscéral, polyviscéral, dans le cadre d'une infection virale qui est aggravée par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je n'en ai jamais vu, d'accord. C'est surtout décrit avec les infections herpès virus, d'accord, enfin tout ce qui est infection herpétique profuse, donc Kaposi, Julius-Berg ou varicelle. Donc c'est vrai, bon, ça paraît logique, mais on met classiquement pas d'AINS devant une maladie dans les maladies virales, d'accord. C'est un petit peu le dogme. Voilà, en pratique, je n'en ai jamais vu. C'est peut-être surtout certains pédiatres qu'on a vu à une époque où on prescrivait plus les anti-inflammatoires non stéroïdiens que maintenant. Voilà. Alors, le Kaposi Julius-Berg, est-ce que c'est une primo-infection herpétique sur une dermatite atopique? La réponse est non. C'est une surinfection de lésions atopiques, de dermatite atopique par de l'herpès. Ce n'est pas forcément une primo-infection. Alors, le Kaposi Julius-Berg, est-ce que c'est une primo-infection herpétique sur une dermatite atopique? La réponse est non. C'est une surinfection de lésions atopiques, de dermatite atopique par de l'herpès. Ce n'est pas forcément une primo-infection. C'est une greffe d'herpès, d'accord? On peut très bien... Alors, c'est le plus souvent de l'herpès qui vient d'un sujet à côté, mais ça peut être le propre malade qui se contamine de lui-même, d'accord? Je veux dire, bon, c'est plus fréquent chez l'enfant, d'accord? Mais on peut très bien avoir chez l'adulte, un patient adulte qui a une grande dermatite atopique, s'il fait une récurrence herpétique, il peut très bien greffer son herpès sur son eczéma, parce que, on ne sait pas pourquoi, mais la plaque d'eczéma, elle est plus sujette que la normale à s'infecter à herpès. Voilà. Donc, Kaposi Julius-Berg, c'est la surinfection herpétique, le plus souvent d'une dermatite atopique, mais vous savez que il y a beaucoup d'autres dermatoses qui peuvent se surinfecter à herpès. Vous pouvez avoir de l'herpès qui se greffe sur un pemphigus, sur un laïeul, bref, toute effraction cutanée ou toute dermatose un peu suintante peut se greffer à herpès. Classiquement, le terme de Kaposi Julius-Berg, on l'utilise plutôt pour les surinfections d'une dermatite atopique. Mais voilà, l'herpès, il ne se greffe pas que sur une DA. Vous pouvez avoir des multiples érosions. Un jour, on a eu un patient qui avait un pemphigus, donc la maladie auto-immune où il clive l'épiderme, donc il a plein d'érosions. On l'a mis sous corticothérapie générale. Il a guéri certaines érosions, mais pas d'autres. Sur les autres érosions qui ne cicatrisaient pas, on a cherché l'herpès et ça fourmillait d'herpès. Donc voilà, c'est pour un exemple pour montrer que l'herpès peut se greffer sur d'autres lésions qu'une dermatite atopique. Voilà. Bon, bon courage. Merci.